que quand ils chargent, on croirait qu'ils sont 1000. Ça, c'est un exploit. Tu finiras dans les livres d'histoire. Et pendant qu'ici-bas, tu auras le nez dans les bouquins, je serai là-haut, moi, parmi les morts. Dans les steppes arides d'Asie centrale vivent les dernières hardes d'un ongulé qui a évolué à travers les calamités et les hivers meurtriers de cet environnement hostile. Véritable conquérant des steppes, cet antilope qui jadis occupait toutes les plaines et semi-déserts de l'Eurasie pendant l'ère glaciaire, voit désormais son avenir compromis. Le saïga, ou Saiga tatarica. Il s'agit de la seule antilope européenne du monde, et malgré son physique ridicule, cet ongulé réserve bien des surprises quant à sa résistance face aux climats arides et aux mortalités massives. Si les antilopes sont des animaux plutôt associés à la grâce et l'élégance, le saïga en est une grosse exception. Cependant, malgré son physique digne d'un handicapé, cet animal déborde de vitalité et d'énergie, et sans compter son incroyable résistance pour surmonter les aléas de son environnement. Ce sont les romanos des steppes eurasiennes. Toujours en déplacement, les hardes fréquentent des territoires différents d'une année à l'autre selon la saison et la présence de nourriture. Malgré son air lourdeau, le saïga est très rapide et peut courir à presque 80 km/h grâce à un mode de déplacement assez fandard. Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de marcher? Eh bien, c'est qu'à l'instar des dromadaires et des girafes, il va l'amble. L'amble, c'est une façon de se déplacer qui consiste à soulever simultanément les deux pattes d'un même côté en même temps. Vu qu'il vit dans un habitat ouvert, il lui arrive de sauter comme un débile afin de surveiller l'horizon et de prévenir les congénères d'un éventuel danger. L'absence de relief et la pauvreté de la végétation font qu'il est extrêmement difficile de se cacher des ennemis naturels. Pour se planquer dans la steppe, c'est coton. Pour se protéger du vent et des prédateurs, la mer et ses rejetons restent couchés sur le sol. La couleur de leur peau fait qu'ils se confondent aisément avec leur environnement, à tel point qu'il est assez difficile de les voir, même de très près. Planque-toi, connard. Et évidemment, ce qui saute vraiment aux yeux chez cet animal, c'est son énorme pif, qui lui donne d'ailleurs un air de ressemblance avec Alf. Bonjour. Et je sais, c'est pas très sympa pour Alf. Oh, alors là, tu me fends le cœur. D'ailleurs, l'utilité de ce pif est restée longtemps inconnue. Jusqu'à ce que le professeur Banikov et son équipe aient trouvé des résultats assez sympas. Ces conduits nasaux sont prolongés par une sorte de petite trompe. Cette trompe lui permet de filtrer l'air et d'empêcher la pénétration de la poussière soulevée lors des déplacements. Et la largeur de ces conduits nasaux lui permet de réchauffer et d'humidifier l'air qu'il inspire pendant l'hiver. L'exceptionnelle résistance biologique de cet animal en fait une véritable réussite de l'évolution. Enfin, à part le nez, quoi. C'est franchement une erreur. Ben, si vous voulez, de face, on dirait un peu Tabarly, vous voyez. Mais de profil, on dirait son bateau. Et ce qu'il est important d'ajouter, c'est également la surprenante faculté pour un mammifère de cette taille d'être extrêmement prolifique. Car les femelles saïga ont une fécondité très précoce. À seulement l'âge de 8 mois, les petites femelles sont déjà réceptives et capables de procréer. Tu en as, joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Les mâles, quant à eux, n'entrent en rut que lors de la 2e année de leur vie. À la fin du mois de novembre, les mâles conquièrent de petites parcelles de 60 à 150 mètres où ils réunissent leur harem. Et se caractérisent par le fait qu'elles sont crades. À force d'être foulées par les femelles de manière répétitive, la neige finit par être souillée par la boue et les excréments divers causés par ces mêmes individus. Les animaux alors se couchent sur des litières de neige détrempées de pisse et de merde, où ont lieu d'ailleurs les accouplements. Mais c'est du dernier galant. Sur le pourtour de ces parcelles se trouvent également des taches de sang et des cadavres dus aux sévères combats que se livrent les mâles. Dans le règne animal, les affrontements violents sont courants. Les mâles sont prêts à risquer leur vie pour accéder aux femelles et d'assurer leur descendance. Mais dans la plupart des cas, ces combats ont rarement une issue fatale. Le risque est tellement grand que des rituels d'intimidation existent pour éviter la boucherie. Un des mâles finira toujours par se défiler avant l'engagement ou bien dès les premières blessures. Mais contrairement à ce qui se produit la plupart du temps, chez le saïga, les combats sont souvent meurtriers. En dehors des rapaces et des renards qui bouffent occasionnellement les petits, le principal prédateur naturel du saïga est le loup. What's the matter, scared? Grâce aux canidés, ce sont 50% des géniteurs qui périssent sous les crocs pendant l'hiver, ce qui libère les femelles d'une certaine concurrence pour l'accès à la nourriture. À la venue de l'hiver, la bouffe et les refuges contre la neige et le vent se raréfient. Or les mâles, une fois la reproduction faite,
servent un peu à rien. Il vaut mieux donc que ce soit eux qui passent sous les crocs et les griffes des loups plutôt que les femelles. En même temps, ils sont pas cons les loups, hein. Ils vont pas s'attaquer aux femelles vigoureuses et qui leur échappent trop facilement à la course. Non, ils vont plutôt s'attaquer aux mâles qui sont complètement exténués par la saison du rut. En revanche, ce sont d'autres menaces qui mettent en péril l'existence du saïga. D'abord l'homme. Le saïga a toujours été chassé par les hommes dans les steppes. Et la chasse du saïga a longtemps été un élément clé de l'activité économique de la région. Seulement voilà, le saïga est surtout menacé non pas par les Kazakhs eux-mêmes, mais plutôt par la médecine traditionnelle chinoise, qui attribue à sa corne les mêmes valeurs qu'il donne pour le rhinocéros, c'est-à-dire un aphrodisiaque. Et d'ailleurs, concernant la médecine traditionnelle chinoise, j'aimerais crever un petit abcès, hein. Bande de cons! Mais bordel, c'est quoi votre problème, bande de sinistres connards, hein? La corne, c'est de la kératine, c'est de l'ongle ou du cheveu, bordel! Faudra vous l'expliquer dans quelle langue, tas de trisomiques! Et encore, j'insulte les trisomiques, là. Mais franchement, comment tu la rends aphrodisiaque, ta corne, hein? Explique-moi, c'est comment, tu te la fous dans le cul? Ah non, c'est pas possible, hein? Mais regarde-moi, c'est les cons! Où ça, les cons? Là! Tiens, toi, je vais leur dire que c'est des cons! Ils doivent pas le savoir. Vraiment de ces connards. C'est des merdeux, des trous du cul, des cons. Ils vont se multiplier. Faut leur enlever la garde de leurs enfants. Tiens mieux, on va les stériliser. Alors, face de citron, on fouette, hein, ma petite salope. On a les litchis qui collent au plastique, hein. C'est des cons, je te dis. Non mais c'est tellement ethnocentriste et rétrograde comme point de vue, je veux dire. Non mais t'as pas honte de tenir des propos pareils, quoi. Mais tu pourrais pas simplement respecter leur culture et leurs croyances. Mais je m'en fous. C'est pas possible d'être aussi con. Franchement, faut dire c'est une civilisation de cons, faut lire, bordel de merde. Oui, je vous le passe. Et qui c'est? L'ambassadeur de Chine. Il veut te parler. Ah. Allô? Oui. On fait une pause. Mal au cœur. Gerbastop, la pastille qui ne sert que si on la suce. Non, c'est sûr, je m'énerve, mais bon, c'est vrai que les Européens, on n'est pas très bien placés non plus pour donner des leçons, hein. Vu que c'est pour les mêmes raisons qu'on a exactement fait la même connerie en exterminant le bouquetin des Alpes. Ah ouais. Ah si, je vous jure, hein, le bouquetin a été reconnu pour les propriétés aphrodisiaques de sa corne, oui. Alors que franchement, entre nous, une corne, je vois pas comment tu peux la rendre aphrodisiaque, hein. À part se la foutre dans le cul, vraiment je vois pas. Ah, j'ai rien contre les fausses croyances, hein, franchement on peut croire ce qu'on veut. Mais quand elles reposent sur le massacre d'espèces déjà bien dans la merde, franchement moi je suis désolé. Alors qu'il n'y a rien de prouvé, hein. Franchement, à partir de ce moment-là, j'estime que j'ai le droit de les traiter de cons. Ça va pas les tuer, ça va pas... D'ailleurs ils parlent même pas ma langue, je vois pas en quoi ça peut leur porter le moindre préjudice. Mais moi ça me fait plaisir. Et puis alors, s'ils veulent consommer des cornes à tout prix, au lieu de faire chier les saïgas et les rhinocéros, ils ont qu'à prendre des cornes de chèvre ou de vache qui sont déjà utilisées pour la viande et le cuir, pourquoi pas prendre les cornes avec. C'est exactement la même composition que celle du rhino et du saïga, et ça leur économisera du temps et de l'argent. Bon, et puis c'est sûr, je m'énerve, je mets tout le monde dans le même panier, faut pas croire, hein. Le gouvernement et les autorités chinoises font beaucoup d'efforts pour faire évoluer les mentalités, et franchement, je les en remercie grandement. D'ailleurs, le gouvernement a failli lever l'interdiction du commerce des cornes et des os de tigre en novembre, et puis au bout de quelques semaines, ils sont revenus sur leur décision. Et rien que pour cette raison, je dis merci le gouvernement chinois. Ah, comme quoi, même les grandes civilisations peuvent abriter des traditions vraiment débiles. 2010. Environ 12 000 saïgas sont retrouvés morts dans les plaines kazakhes de Bekpakdala, probablement victimes d'une maladie respiratoire sans que l'on connaisse les raisons de cette mortalité massive. Ah, et puis ça s'arrête pas là, hein. En 2011, ce seront 442 saïgas qui connaîtront le même sort. Et aux alentours de 1000 l'année suivante en 2012. 2015, à Bekpakdala, c'est une nouvelle catastrophe similaire qui s'abat sur la colonie de Saïga, dans cette région centrale du Kazakhstan. En 2 semaines, ce sont plus de 200 000 saïgas qui ont succombé. Combien? Les antilopes souffraient toutes d'hémorragies septicémiques qui se sont généralisées peu à peu dans les tissus tels que le foie, les poumons et la rate. Ces symptômes correspondent à la profusion d'une bactérie, Pasteurella multocida. Il s'agit d'une bactérie naturellement présente dans l'organisme et qui ne présente habituellement aucun danger. La profusion de cette bactérie s'est surtout faite dans la population de Bekpakdala. Les autres populations ont été moins touchées.
Alors il y a un truc visiblement qui s'est produit surtout à Bed-Pac-Dala et qui a vraiment tout buté à cet endroit-là. Il a fallu attendre 2018 pour que l'on comprenne que ces mortalités massives étaient dues à des anomalies climatiques, particulièrement liées à l'humidité et à la chaleur anormalement élevée. En effet, pendant les 3 années les plus meurtrières enregistrées, ici représentées avec ces 3 couleurs, on observe que c'est au cours des périodes les plus anormalement chaudes et humides qu'ont eu lieu toutes les extinctions de masse. Les bactéries qui se croient alors à la fête du slip profitent de ces conditions favorables pour se propager, allez, dans la rate, le foie, le sang, allez, et c'est là qu'elles deviennent létales. Et ce combo chaleur, humidité, invasion pathogène de Multocida a été également retrouvé d'ailleurs chez d'autres espèces d'ongulés. Seulement le saïga semble particulièrement vulnérable à ces morts massives, surtout autour de la période de velage, où ils se rassemblent par milliers et favorisant alors la contagion. Malgré ces événements de mortalité massive, cet animal a toujours su se récupérer avec une vitesse fracassante. De tous les ongulés, le saïga est le plus apte à reformer ses effectifs, et ce même après les situations les plus critiques. Déjà dans les années 30, alors qu'il ne restait que quelques centaines de saïgas, en l'espace de quelques années, cet animal s'est repeuplé à une vitesse vertigineuse, à tel point que les hardes pouvaient atteindre les 2 millions de têtes. Personne n'aurait pu prévoir l'avenir de cet animal, que seul un miracle pouvait sauver. Or ce miracle a eu lieu, et il fut accompli par le saïga lui-même. En 2016, un an après l'épidémie de 2015, la population à Bed-Pac-Dala a même vu sa population augmenter de 5000 individus. Une fois de plus, le saïga a prouvé sa capacité de se relever des situations les plus critiques. Et il en aura bien besoin, car la menace de l'épidémie pèse toujours. Et sans oublier la menace de ces connards de consommateurs de cornes. Ils sont malades, qu'ils crèvent. Si nous ne tirons rien de cette leçon que nous adresse le saïga, nous jouons peut-être notre dernière chance de voir ce grand voyageur des steppes eurasiennes. Talking about a bad situation going on.